Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau concept, non, c'est pas vraiment un concept, en fait c'est un tag, mais c'est un nouveau tag, enfin je crois. En tout cas si ce tag existe, je m'en excuse, je pensais l'avoir inventé, mais peut-être que finalement j'ai pas inventé l'eau chaude. Il y a quelques semaines je vous ai posté sur Instagram le fameux petit carré où vous pouvez me poser des questions. Et en fait j'avais envie de créer un nouveau concept, à savoir comment tu fais pour... Donc en fait ça va être le titre du tag tout simplement. Donc comme habituellement j'ai les questions qui sont juste ici sur mon téléphone. Je ne les ai pas visionnées avant de faire la vidéo. Donc on va faire ça ensemble. C'est parti! Alors, première question qui nous vient de Lulu Équitation. Comment tu fais pour être aussi gentille? Et déjà merci beaucoup parce que je pense que c'est un compliment. C'est dans ma nature, voilà, j'ai envie en fait que les gens soient gentils avec moi, donc de par ce fait, à moi de l'être aussi avec les gens. Non mais je veux dire, il n'y a pas, il n'y a pas de raison d'être méchant avec les gens, ça ne sert à rien, on s'attire que des problèmes. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai Meltaneux qui me demande comment tu fais pour trouver des idées de concepts de vidéos. C'est vrai que ça fait plusieurs années maintenant que je suis sur YouTube et des fois j'ai tendance à me dire mon dieu, au bout d'un moment, comme t'as pas forcément envie de refaire tout le temps les mêmes vidéos, tu vas te dire comment est-ce que je vais faire, je vais manquer d'inspiration, j'ai pas envie de reprendre certaines choses que j'ai déjà faites, tout ça. Mais en fait il y a tellement de choses dans le domaine de l'équitation, tellement de sujets dont on peut parler, tellement de sujets qui n'ont pas encore été abordés, plusieurs disciplines, plusieurs galops, plusieurs connaissances, plusieurs niveaux d'équitation. Alors j'entends par là niveau théorique, donc il y a tellement de choses à savoir sur le cheval, mais aussi niveau pratique, d'apprentissage technique à faire à cheval, à l'obstacle, sur le cross, en dressage, sur d'autres disciplines, tout ça. Bon, c'est pas forcément des vidéos sur lesquelles je m'aventure parce qu'en fait je ne suis pas monitrice, j'ai pas mon monitorat, je ne prétends pas l'avoir, j'ai pas le BPGEPS, etc. Du coup je pense qu'il y a d'autres personnes telles que Mathilde d'Enspevim pour vous faire ce genre de vidéo et elle le fait très bien. Je suis pas légitime de le faire et je me sens pas capable en fait d'enseigner ce genre de technique, mais je veux dire il y a tellement de sujets à traiter que je ne peux pas en soi manquer d'inspiration. Je vais peut-être manquer de temps, je vais peut-être avoir le souci de la météo qui va pas m'aider, je vais peut-être avoir un souci de personnes pour m'accompagner, pour m'aider à filmer ou des choses comme ça, mais comment je fais? Mais tout simplement parce que je suis passionnée, que j'aime ça, que j'adore ça. Du coup pour moi à chaque fois me lancer un nouveau challenge de vidéo, c'est comme un jeu, c'est comme... Enfin voilà, je prends du plaisir et du coup en fait, peu importe le sujet que je vais traiter, je vais le faire parce que ça me fait plaisir de le faire, parce que je vous le partage et parce que j'ai tellement de retours positifs en fait que ça me motive. Voilà. Alors, au fait du 66, comment tu fais pour monter aussi bien? Alors merci beaucoup pour cet immense commentaire qui n'est pas vraiment vrai en fait. Alors, je ne monte pas mal, mais je monte pas super bien non plus. Et encore une fois, tout est relatif puisque monter bien, monter mal, je sais pas si vraiment on peut dire que ça existe et chaque personne n'aura pas le même opinion ni les mêmes critères en fait pour sélectionner le fait qui font que tu montes bien ou que tu montes mal en fait. Je me débrouille, je fais comme je peux, je pense que tout le monde fait comme il peut en soi, donc j'ai pas forcément de réponse à t'apporter. Ou alors si je devais t'en apporter une, c'est juste que j'ai des années d'équitation, que j'ai eu plusieurs coachs qui m'ont appris à monter et que voilà, on apprend comme tout le monde en cours d'équitation, soit en cours particulier, soit en cours de reprise en centre équestre ou avec un moniteur indépendant. Enfin bref, aide-toi de ton moniteur, écoute les conseils qu'il a à te dire, applique-les et normalement tu devrais bien monter. Ensuite, question super intéressante, je l'attendais celle-ci d'ailleurs, parce qu'elle revient souvent, de Rafa GDN14, comment tu fais pour combiner équitation et rôle de maman? Et c'est vrai que ma vie a énormément changé depuis que Lana est arrivée, mais au final pour l'instant ça se passe plutôt bien. Niveau organisation, c'est vrai que je m'en sors pas trop mal. Alors, il faut savoir que, en principe, quand je tourne mes vidéos, là, à l'heure actuelle, Lana fait sa sieste. Lana dort en principe une fois en fin de matinée.
enfin fait une sieste une fois en fin de matinée, donc je sais que c'est à ce moment là qu'il va falloir que je carbure dans tout ce qui est mes tâches ménagères, ou alors le montage de mes vidéos, ou la paperasse, l'administratif, ou faire une vidéo, enfin je veux dire me filmer. À ce moment là je sais que je vais pouvoir faire tout ça, ou alors si jamais je suis à jour de tout, et ben c'est à ce moment là qu'il va falloir que je dorme, parce que être maman c'est pas de tout repos, et ma fille ne fait toujours pas ses nuits à presque 6 mois, elle me réveille encore plusieurs fois la nuit, soit pour téter, soit pour d'autres choses, enfin bref. Comment je fais ensuite pour aller à l'équitation? Alors il faut savoir que moi je suis inscrite le mardi. J'ai un cours d'équitation tous les mardis soirs. Pourquoi le mardi? Bien tout simplement parce que c'est le seul jour où j'ai quelqu'un pour me garder Lana de façon hebdomadaire. Donc j'ai ma maman qui vient tous les mardis à la maison, et auquel cas elle ne peut pas venir si j'ai personne, et bien j'annule mon cours tout simplement. Puisque vous vous doutez bien qu'un petit bout de chou comme ça, surtout là en période de froid, l'hiver qui arrive et tout, il est hors de question que je la laisse aux écuries toute seule, dans sa poussette, dans un coin. Tu restes là, maman va monter à cheval? Non, bien sûr que non. Donc il me faut quelqu'un pour la garder. Donc ça c'est, voilà comment je m'organise pour pouvoir prendre des cours d'équitation. Ensuite, comment je m'organise pour aller au cheval? Là encore une fois ça dépend. Je vois pas mes chevaux autant que j'aimerais les voir malheureusement, mais bon ça je le savais en voulant devenir maman. Il s'avère que soit je peux emmener ma fille en poussette, mais dans ces cas là je fais très attention, parce que mes chevaux sont dans un pré, ils vivent en troupeau, on n'est pas à l'abri d'un coup de pied, d'une ruade, d'une bousculade, donc quand c'est comme ça je fais très attention. Ou alors je la prends en écharpe avec moi, en écharpe de portage. Là encore je fais attention qu'on ne me bouscule pas, mais c'est un petit peu plus simple en fait à gérer, puisque Lana est avec moi, en contact et même sur moi, alors qu'en poussette elle est à côté de moi, donc si jamais il y a un cheval qui l'approche, je vais pas réagir aussi vite que si je l'ai avec moi, bref. Mais dans l'idéal, moi ce que j'apprécie c'est que quelqu'un m'accompagne voir les chevaux pour garder Lana avec moi, puisque oui, j'allaite toujours ma fille, je suis on ne peut plus heureuse. À presque 6 mois, ma fille est toujours exclusivement au lait maternel, au sein. On va commencer bientôt la diversification alimentaire, mais pour l'instant elle est encore au lait maternel, et ce qui fait que comme elle tète à la demande, j'ai besoin d'être constamment, ou du moins quasiment tout le temps avec ma fille, sauf quand je peux tirer mon lait parce que j'ai un tire-lait et que je peux laisser des biberons, mais elle a vraiment du mal à accepter le biberon, elle préfère le sein, et ça ne me pose pas de problème en soi. Donc j'aime bien que quelqu'un m'accompagne avec Lana. Et si jamais mademoiselle a tété, enfin vient juste de téter à la maison, et que Jean est là par exemple, et bien dans ces cas là je lui laisse pendant 1 voire 2 heures, voire 3 heures grand maximum, parce que je sais qu'elle n'aura normalement pas faim, qu'il pourra donc la gérer et qu'il n'aura pas forcément besoin de mes doudounes. Donc voilà comment je m'organise pour l'instant du moins, parce qu'après ma fille va grandir, bientôt elle fera du 4 pattes, elle marchera, et puis voilà, ça sera différent quand elle ira à l'école et tout ça, mais pour l'instant en tout cas c'est comme ça que je m'organise. C'est fatigant, c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de stress aussi, mais ça se fait. Ensuite j'ai, alors, Malher Maëlys, excuse-moi si je le prononce mal, qui me demande comment je fais pour financer Lana, Haribo et Nomade. Alors il faut savoir que Lana en soi, bon, pour l'instant elle ne me coûte rien en termes de nourriture, puisque mon lait il ne me coûte rien, je le produis naturellement, et voilà. À voir après, effectivement je pense que au niveau de la diversification alimentaire, elle va me coûter un petit peu plus cher, puisqu'il faudra que j'achète des fruits, des légumes pour pouvoir faire des petits pots maison, ou alors des petits pots que j'achèterai directement en grande surface. Ensuite pour ce qui est couches, bon bah voilà, c'est je paye une vingtaine d'euros, un gros pack qui me tient un mois et demi, un truc comme ça. Après c'est vrai qu'il y a des petits produits de soins à racheter, liniment, eau nettoyante, lait hydratant, des choses comme ça, bref, mais ça vous l'achetez au même titre que vous achetez vos shampoings en fait. Et puis en termes de vêtements, on m'en a énormément donné, on m'en a prêté, moi j'en vends aussi sur Vinted, j'en rachète sur Vinted, je vais dans des friperies parce que voilà, bon, j'achète aussi des vêtements neufs pour bébé pour me faire plaisir de temps en temps, mais en soi en termes de financier, Lana ne me coûte pas si cher que ça. Pour le moment du moins, je trouve que voilà, je m'en sors très bien, j'ai pas vu une énorme différence budgétaire. Donc ça va. Ensuite, comment je fais pour gérer Nomade et Haribo financièrement? Alors il faut savoir que mes chevaux sont dans un pré chez un particulier, qu'à eux deux, ils me coûtent, en pension je veux dire, moins cher
que ce que me coûtait Nomade à lui tout seul lorsqu'il était en centre équestre. Donc ça n'a pas changé grand chose, au contraire j'ai même gagné de l'argent sur ça. Et ce gain d'argent, j'ai pu en fait le mettre dans les frais annexes d'Haribo, à savoir le Maréchal Ferrand pour son parage, les vaccins, les vermifuges. Voilà. Donc, en fait, au final, tous les deux me coûtent autant que ce que me coûtait Nomade quand il était tout seul en centre équestre. Donc voilà comment je fais pour gérer. Et financièrement, eh bien, il faut bien gagner de l'argent. Et comment on gagne de l'argent? Eh bien, en travaillant, il n'y a pas de secret. Voilà. Après, j'ai Tayla Oalia qui me demande comment tu fais pour être aussi organisée. Ben, je n'ai pas le choix, tout simplement. Si je ne m'organise pas, je ne m'en sors pas. Merci beaucoup d'ailleurs, en lisant les questions, j'ai vu qu'il y avait énormément de monde qui me félicitait en fait de réussir à gérer ma vie de cavalière, de maman, ma vie de famille et d'être aussi active sur les réseaux sociaux et aussi en forme. Alors sachez que je suis très fatiguée, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais je ne sais même pas en fait comment je fais pour tenir, et je me dis qu'un jour ou l'autre je vais finir par craquer tellement je suis à bout de nerfs et fatiguée, mais c'est comme ça, et il faut que je me force à faire des siestes pendant que ma fille fait des siestes, il n'y a pas de secret, il faut que je me repose de temps en temps. Donc comment je fais pour être organisée? Ben, je m'adapte en fait en fonction de ma fille, de ses siestes, comme je disais tout à l'heure, je travaille ou je dors pendant ses siestes. J'essaie de l'occuper comme je peux, elle a un parc dans lequel je l'allonge, je lui ai installé une multitude de jouets pour essayer de l'éveiller, de l'occuper, il y a des couleurs partout, il y a des formes, il y a des choses qu'elle peut toucher, etc. Comme ça je sais que quand elle est occupée dans son parc en fait à découvrir les choses, ben, je peux moi m'atteler aux tâches ménagères de la maison, etc. Après je vous avouerai que j'ai un petit peu peur aussi du fait que ma fille dans quelques mois elle marchera, et là je me dis que ça va être un petit peu plus compliqué je pense, puisque là pour l'instant elle est bébé, elle sait pas marcher, elle commence à se retourner mais elle sait même pas encore faire du 4 pattes, donc je veux dire tu la mets à un endroit, tu la poses sur son tapis d'éveil ou alors dans son transat ou dans son lit pour dormir, elle va pas bouger, tu sais que quand tu pars faire quelque chose, quand tu reviendras, elle sera toujours à cet endroit là, mais par contre quand elle commencera à courir partout, là on va rigoler je pense, puisqu'il va falloir lui courir un petit peu partout dans la maison, faire attention à tout ce qu'elle touche, à tout ce qu'elle met à la bouche, etc. Donc je pense qu'il faudra encore une fois se réorganiser et j'aurai peut-être un petit peu moins de temps. Mais pour l'instant voilà comment je fais en fait. Et puis en termes de vidéos, comment je m'organise, ben, j'essaie en fait de faire un maximum de vidéos. Là par exemple elle est partie pour au moins 1 heure de sieste. Et bah si en 1 heure j'ai le temps de faire 2 vidéos, ce que je pense pas, mais de filmer 2 face cam par exemple, bah c'est déjà 2 vidéos qui sont faites, je les mets sur l'ordinateur et une prochaine journée ou alors cet après-midi quand elle dormira, je me mettrai au montage et j'aurai au moins 2 vidéos qui seront faites et après je les programme en fait, et c'est pour ça que pour l'instant j'arrive à garder le rythme en fait des 2 vidéos par semaine sur ma chaîne, voire même 3 de temps en temps quand je peux. Mais encore une fois, est-ce que ce rythme là je pourrais le tenir, est-ce que cette organisation là je pourrais la tenir d'ici quelques mois? Je sais pas trop. Alors, question aussi intéressante de Constance BGS. Comment tu fais pour ne pas avoir peur en obstacle? Pourquoi est-ce que j'ai mis cette question? Tout simplement parce que je pense que beaucoup ne savent pas que j'ai peur à l'obstacle. Donc je peux pas vraiment en fait vous répondre puisque je fais partie des gens qui ne sont pas forcément très à l'aise à l'obstacle, parce que bon, la peur n'évite pas le danger, c'est vrai, mais je peux pas m'empêcher de me dire eh ben, si j'aborde mal l'obstacle, je vais tomber, est-ce que je vais me faire mal, est-ce que le cheval va se faire mal? D'autant plus depuis que je suis maman, j'ai remarqué que depuis que je suis maman je suis un petit peu moins téméraire que je l'étais avant. Alors déjà que je l'étais pas beaucoup par rapport à quand j'étais plus jeune et que j'avais peur de rien, mais du coup j'ai un petit peu peur à l'obstacle. Après, comme je le disais, la peur n'évite pas le danger, et de toute façon si ton moniteur te dit d'aller franchir cet obstacle, c'est qu'il sait que tu en es capable, donc crois en toi, force-toi, et une fois que tu auras passé la barre, tu te diras yes, je l'ai fait, j'ai pas eu peur, ou presque. Alors, très bonne question, je m'attendais pas à l'avoir, de Clara Bansard qui me demande comment tu fais pour avoir autant d'abonnés. Eh bien, je pense que, en fait, moi quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais déjà des réseaux sociaux comme Skyblog et Facebook avant, et j'avais déjà des milliers d'abonnés, bon, j'en avais 20 000, un truc comme ça. Donc
En démarrant YouTube avec ce petit panel d'abonnés, c'était forcément facile, entre guillemets, de faire basculer ces gens sur ma chaîne YouTube et de les faire suivre en fait de format texte-image à ce que je pouvais proposer en vidéo. Donc déjà je partais avec quelques petits abonnés fidèles qui allaient me suivre. Ensuite je pense que le monde attire la foule et en commentant mes vidéos, en les likant ou même le bouche à oreille, fait qu'en fait je vais potentiellement être mise en avant et toucher un autre public, des gens qui ne me connaissent pas ou alors des gens qui sont pas forcément abonnés à moi et qui vont regarder une de mes vidéos, puis deux, puis trois, puis qui en fait vont peut-être apprécier le contenu que je peux proposer, s'attacher à la personne que je suis, adhérer à ma personnalité, tout ça, et du coup vont avoir envie en fait de s'abonner pour pouvoir suivre en fait ce que je propose. Et de fil en aiguille, voilà. Après, sur Instagram, je reçois beaucoup de messages genre cher, fort cher, un truc comme ça, ou est-ce que tu peux me faire de la pub pour ci, pour ça. Ça, c'est un truc que j'ai jamais fait et je pense que je ne le ferai jamais. Bon, j'en ai pas besoin, c'est vrai, mais en fait, je me suis toujours débrouillée toute seule, j'ai toujours avancé toute seule, j'ai jamais fait de partage et au final, regardez où j'en suis actuellement. Voilà, faut se donner les moyens, faut essayer de se démarquer des autres, faut pas, je le dis, harceler les gens de est-ce que tu peux me faire de la pub, tout ça, parce que c'est un truc, moi j'ai horreur en fait que les gens me le demandent et du coup de ce fait j'ai pas envie d'aller embêter les autres à leur demander de me faire de la pub, etc. Mais ouais, il n'y a pas de secret, voilà, faut essayer de se démarquer des autres, faut proposer du contenu, faut être régulière, faut pouvoir dialoguer aussi avec les abonnés pour leur apporter des réponses à leurs questions, pour échanger avec eux, avoir cette espèce de proximité aussi qui fait que du coup les gens osent me contacter. Bon, c'est quelque chose que j'aime aussi entretenir, que malheureusement j'ai pas forcément le temps ni... si, clairement j'ai pas le temps de répondre à chacun d'entre vous tout ça, mais je pense que c'est cette proximité aussi que j'ai avec mes abonnés et cette facilité que j'ai à dialoguer avec vous, à répondre à vos messages, à vos commentaires, qui fait que les gens m'apprécient aussi, parce que du coup il n'y a pas cette barrière de l'écran. Voilà, vous me postez un truc, vous avez une réponse derrière, ce qui n'est pas le cas avec tous les youtubeurs et les instagrammeurs, mais encore là chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut aussi. Et je pense que c'est ça qui fait que mon nombre d'abonnés a augmenté. Après, dites-moi si je me trompe. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire pourquoi, ça m'intéresse de le savoir, pourquoi est-ce que toi, qui regardes la petite vidéo, tu t'es abonné à ma chaîne. Ouais, j'aimerais bien savoir. Alors, une petite question assez rigolote de Brocanoemi qui me demande comment tu fais pour avoir autant de tapis. Je t'adore. Merci beaucoup à toi, Miss. Et elle m'a fait rire ta question parce que j'ai l'impression que ça te tient à cœur d'en avoir autant. Donc, eh bien, si c'est ton souhait, je te souhaite d'avoir autant de tapis que moi. Effectivement, j'ai pas mal de tapis. Bon, vous les voyez pas tous ici, j'en ai aussi là et j'en ai au pré où se trouve Nomade. Comment je fais pour avoir autant de tapis? Eh bien, écoute, donc comme tout à l'heure je le disais, je travaille. Donc qui dit travail dit que j'ai un salaire, qui dit salaire dit que une fois que j'ai payé toutes mes factures, toutes mes courses, tout mon forfait téléphonique, l'essence de la voiture, enfin bref, une fois que j'ai tout payé, mes impératifs, mes obligations financières, et bien s'il me reste un petit peu d'argent, je peux me faire plaisir. Et puis voilà, des fois j'achète des tapis, plus ou moins chers selon la marque, selon l'état, selon s'il est neuf ou si j'achète d'occasion, mais effectivement tu peux trouver en fait sur Prépisport, sur Le Bon Coin, sur Vinted, sur des petites annonces comme ça, des tapis d'occasion que tu trouveras à pas très cher. Donc moi ça m'arrive d'acheter de l'occasion, j'ai pas mon dernier là, mon RG là, je l'ai acheté d'occasion, j'ai acheté 10 €, j'ai trouvé sur Le Bon Coin. Tu vois, 10 €, enfin je veux dire un tapis 10 € c'est pas très cher. Et puis il y a des fois je revends des tapis pour pouvoir m'en acheter d'autres. Là c'est d'ailleurs le cas, ça fait plusieurs semaines que j'ai commandé 3 RG. Vous savez que les RG, je pense si vous connaissez, c'est assez cher comme tapis. Mais voilà, je voulais m'offrir ce cadeau et je n'avais pas forcément l'argent pour me les payer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai revendu en fait du matériel pour me faire un petit peu d'argent. Et cet argent, eh bien je l'ai réinvesti, réutilisé pour pouvoir m'acheter ces tapis. Et puis après voilà, comme je disais, ça fait des années moi que je fais de l'équitation, ça va faire... ça fait 18 ans je crois, bientôt une vingtaine d'années. Donc depuis le temps, tu te doutes bien que j'ai eu le temps d'emmagasiner de l'argent et j'ai eu le temps de m'acheter des tapis et tout ça. Donc voilà en gros comment je fais pour avoir des tapis.
Allez, on va terminer cette vidéo par une note très positive, mais aussi parce que je pense que j'ai répondu bon, pas tant de questions que ça, mais que les réponses ont été assez longues et que j'ai pas envie que ma vidéo dure 3 plombes au risque de vous saouler. Donc, on termine sur une note très positive, à savoir donc Colasline qui me demande comment tu fais pour être toujours heureuse. Alors, je vais pas dire que je suis toujours heureuse. J'ai vécu aussi des choses malheureuses dans ma vie, j'en vivrai encore, mais je pars du principe, et c'est aussi l'histoire de ma chaîne, l'histoire de Rêve Compulsif, qu'on n'a qu'une vie, que celle-ci est précieuse et que tout peut s'arrêter à tout moment. Donc il est important, je pense, de garder à l'esprit qu'on a déjà une chance inouïe d'être sur cette terre, qu'on a la chance de vivre, qu'on a la chance d'avoir grandi entouré d'amis, entouré de gens de notre famille, qu'on a la chance d'avoir des rêves, de se fixer des objectifs et de pouvoir les atteindre. Il y a plein de petites choses en fait qui peuvent nous rendre heureuses. Et si on compare toutes ces choses par rapport aux coups durs, par rapport à tout ce qui fait nos malheurs dans notre vie, faites le calcul vous-même, pesez sur la balance qui vous rend heureux, ce qui vous rend malheureux, et vous verrez que il y a plus de raisons d'être heureux dans la vie que d'être malheureux. Et que ce sont les coups durs qui nous rendent plus forts, en fait. Et c'est ça qui nous donne envie de nous battre encore plus. Et kiffez votre vie, quoi, en fait. Kiffez-la. Et puis si vous n'avez pas ce que vous voulez maintenant, dites-vous que vous l'aurez peut-être plus tard. Gardez espoir, en fait. Ouais. Donnez-vous de l'espoir, fixez-vous des objectifs. Et gardez le smile, quoi. Voilà. C'est sur ces très belles paroles positives que moi je vous fais à tous de très gros bisous. Que j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!